Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Pilote Podcast. Je suis aujourd'hui avec mon invité qui n'est autre que Vincent Bossy, le créateur des cartes à Bossy. Et c'est justement le sujet dont on va parler puisqu'elles sont sorties toutes récemment, les cartes. Vincent, comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Nicolas, écoute, je vais très bien, merci beaucoup pour ton invitation. Je précise tout d'abord bien sûr que le créateur des cartes, bien sûr, c'est mon père Jean. Ouais. Voilà, je l'épaule depuis maintenant une bonne dizaine d'années dans cette aventure, mais évidemment je tiens à rendre à César ce qui lui appartient. C'est vrai. Donc voilà. Donc moi en quelques mots, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants de 8, 12 et 14 ans. J'habite à Aix-en-Provence, ma ville natale. Et je suis actuellement pilote de ligne sur A320, commandant de bord et instructeur dans une grande compagnie nationale, comme on a coutume de dire. Et puis voilà, je vole depuis toujours aussi sur avion léger. Oui. Et notamment sur notre ULM, on a un ULM en copropriété avec mon père, un FK9 basé à Aix-les-Milles. Donc voilà, pour une présentation brève, si ça te va. Eh ben, c'est super. Alors, est-ce que tu peux, on va reprendre un petit peu ton parcours du tout début. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé dans la marmite, comment tu es venu au pilotage d'avion ? J'imagine peut-être par ton père, du coup. Oui, bien sûr, tu as bien deviné, hein, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Mon père est un passionné, un mordu d'aviation et il m'a transmis ce virus-là dès mon plus jeune âge. Je pense que j'ai dû faire mon baptême de l'air et j'étais pas encore vraiment conscient. Je devais avoir peut-être 1 an ou 2 grand maximum. Ah ouais. Et ouais. Donc voilà, il était très impliqué auprès de l'aviation légère, notamment il était président de l'aéroclub de Marseille-Provence. En parallèle de ça, son métier, il était ingénieur à la DGAC, même si c'était pas directement en lien avec le pilotage. Voilà, c'est une forte composante aéronautique paternelle, et qui faisait que voilà, moi j'étais un peu, je faisais le sac de sable à chaque occasion. Lorsque il m'emmenait voler à la fois sur les avions de la DGAC, sur les TB20, mais aussi sur les avions de l'aéroclub, DR400, PA28, etc. Donc voilà, forcément, je suis tombé dedans et j'ai commencé tout d'abord, faut dire, par l'aéromodélisme. Moi, j'étais passionné d'aéromodélisme, dès l'âge de 10-11 ans. Là, j'ai commencé par là, et encore aujourd'hui, je pratique quand je peux, quand le temps me le permet. Mais voilà, donc c'est un peu tout ce parcours-là qui m'a initié à l'aviation. Et mes premières heures de vol, bien sûr, je les ai faites avec mon père, on va dire en off, sur les différents avions lorsque je l'accompagnais, quoi. Voilà. Mais alors alors comment ça s'est passé ? Il y a un moment où tu as eu un déclic et tu t'es dit je veux aussi apprendre à piloter ou Ouais, alors écoute, je me souviens très bien. Alors, le problème avec des pères comme ça, c'est que la passion les dévore parfois un petit peu. Donc je passais pas mal d'heures à attendre à l'aéroclub qu'ils finissent ces réunions ou ces discussions parfois un peu interminables. Et du coup, en attendant, moi j'allais dans le hangar à côté avec les avions. Je me souviens très bien. Voilà, je montais dans le DR400. Le Zulu Juliette, tu vois, je m'en souviens parfaitement. Et puis je me faisais mes voyages tout seul, tu vois. Je devais avoir, je sais pas, déjà 7-8 ans, et je faisais mes premières heures de vol par l'imagination, assis dans le cockpit du DR400, quoi. Voilà, donc c'était c'est comme ça que au bout d'un moment, évidemment, j'ai eu envie que ça devienne un peu réalité. Ouais, forcément. Et donc voilà, d'apprendre, de commencer à réellement apprendre le pilotage, quoi. Alors tu as commencé j'imagine tu as commencé par la voie PPL parce que c'est une supposition, mais tu avais l'air d'être quand même axé club. Est-ce que tu as commencé par un PPL ? Ça a commencé à quel âge ? Tu y as été dès que tu as pu, ou comment ça s'est passé pour ensuite l'apprentissage ? Alors, je pense que ça devait être vers 16 ans. Mon père m'a offert mes
pour Noël, anniversaire. Enfin, c'était toute une combinaison de cadeaux. Mes 5 premières heures de vol. Voilà, il m'a dit, je t'offre les 5 premières heures de vol et après tu te débrouilles. On est comme ça dans la famille. On aime bien que les choses soient méritées. Mais j'étais déjà très chanceux d'avoir mes 5 premières heures financées par ces cadeaux-là. Donc j'ai commencé, vers 16 ans, quelque chose comme ça, à faire mes premières heures de vol à l'aéroclub de Marseille-Provence sur PA38. J'avais la chance évidemment d'avoir mon père comme instructeur puisque ça lui tenait à cœur et à moi aussi bien sûr. Voilà. La transmission. Donc, et oui, voilà, exactement. Donc j'ai fait mes premières heures comme ça, j'ai dû faire une quinzaine d'heures parce qu'évidemment après je venais financer, donc ça prenait plus de temps et puis c'est tant mieux parce qu'il faut aussi étaler le plaisir et pas tout avoir tout de suite. Et voilà, j'ai fait mon premier vol solo. Je devais avoir 17 ans et quelques sur PA38. Ouais. Et en fait, alors pour tout dire, j'ai pas vraiment eu le temps de passer le PPL parce que j'ai eu la chance par la suite. Donc, j'ai intégré les classes prépa, etc. Et finalement, c'est l'ENAC qui a pris le relais de mes brevets officiels, puisque j'ai pu passer tous mes brevets professionnels par ce biais-là. Mais voilà, mes premières heures de vol, même si elles ne seront pas concrétisées par un brevet, par un PPL. Elles se sont faites en aéroclub avec mon père sur PA38. Ouais, voilà, t'as commencé en club et puis ensuite t'as fini à l'ENAC. Alors, est-ce que tu peux nous parler, un souvenir que tous les pilotes ont, ton premier lâcher solo? Qu'est-ce que ça a été pour toi? Je m'en souviens effectivement très bien. Je pense qu'effectivement tous les pilotes se souviennent très bien dans lâcher solo. Et j'ai envie de dire moi d'autant plus que à la fois c'était émotionnellement important puisque c'est mon père qui me lâchait et puis en plus ça s'est pas passé exactement comme prévu. On était en tour de piste à Marignane, donc à Marseille-Provence, au milieu des gros avions, donc il y a toujours une vigilance un peu particulière. On tourne en 31 gauche à Marseille pour les avions légers. On laisse la grande piste au gros, voilà. Et puis on se faisait nos tours de piste, on révisait, et puis mon père me dit, comme tous les instructeurs, au bout d'un moment, l'élève ne sait pas réellement que c'est le jour où il va être lâché. Voilà. Donc il me dit, écoute, tu vas me déposer là, et puis tu vas faire un tour ou deux de piste tout seul. Je dis oui, alors donc j'étais pas complètement prêt dans ma tête, mais je dis je suppose que personne ne l'est réellement dans cette situation. Donc je dis allons-y, c'est le moment. Alors ce qui est rigolo, c'est que évidemment à Marseille-Provence, t'imagines bien que si on doit revenir au parking de l'aéroclub, puis ensuite rerouler sur la piste 31 gauche, il y a déjà 45 minutes de perdu. Donc mon père se dit mais attends, moi je vais t'attendre entre les deux pistes, ça sera beaucoup plus simple. J'imagine que de nos jours ça serait beaucoup plus difficile à faire et je pense que la police interviendrait rapidement pour intercepter ce monsieur qui stationne debout. Même sur les petits terrains, ça devient compliqué. Alors à Marseille-Provence, mais bon voilà. Donc voilà, mon père a stationné entre les deux pistes et moi qui reste dans l'avion tout seul. Et mise en poussée, montée initiale, un petit peu de stress, mais dans ces situations-là, je pense que c'est pareil pour tout le monde. On reste concentré sur ce qu'on sait faire. On se dit, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. Ok, on est tout seul, mais voilà, ça va bien se passer. Et puis, je perçois un petit bruit inhabituel. Je me dis, c'est mon imagination, sûrement. C'est le premier vol. On entend tous les bruits, forcément. Le stress, tout ça. Et puis, je regarde un peu mieux. Et en fait, non, il y avait vraiment un truc inhabituel. C'est que je constate que la porte était mal fermée, mal verrouillée. Je pense que c'est un classique, ça, où l'instructeur descend. Peut-être que c'est l'instructeur ou l'élève ne vérifie pas bien la fermeture de la porte. Mais c'est quand même à l'élève, évidemment, au commandant de bord du moment de le faire. Donc visiblement, je ne l'avais pas fait correctement. Et voilà. Et là, je sens la porte qui vibrote et puis évidemment un sifflement aérodynamique. Forcément. Donc là je me dis qu'est-ce que je fais. Bon, je vois rapidement d'un coup d'œil que
le verrou est quand même, il y a quand même une sécurité sur le système de fermeture, et malgré le fait que ça soit pas fermé hermétiquement, on voit qu'il y a quand même un petit crochet qui fait que voilà, que la porte n'a pas de raison de s'envoler ou de s'ouvrir. Donc voilà, je me refocalise sur mon tour de piste, je me dis oublie ça et reste concentré sur ce que tu sais faire. Et puis voilà, mais j'ai eu l'impression que ce tour de piste avait duré beaucoup plus longtemps qu'habituellement. et puis voilà, et donc je me suis posé assez heureux et soulagé que tout soit bien passé. Du coup. Exactement. Exactement. Ah, donc cool. Un grand moment. Ouais, c'est cool. Et puis au moins ça reste gravé et c'est un bon souvenir, heureusement. Ah, c'est certain, ouais, carrément. Depuis, tiens, on va regarder un peu dans le rétro. Ça fait combien de temps du coup que tu voles? Et on a une petite tradition qui s'est installée chez Pilote Podcast. On demande toujours le nombre d'heures à nos invités. Ouais, alors écoute, je dois reconnaître que je compte plus trop, oui, mais grosso modo, en termes d'avion de ligne, là c'est un peu plus précis. Là, j'approche les 12 000 heures de vol, puisque je suis lâché sur A320, enfin sur avion de ligne, depuis mes 23 ans, tu vois. Donc forcément, ça fait 24 ans bientôt que je vole en tant que pilote de ligne, donc j'en suis à un peu plus de 12 000 heures de vol. Et pour ce qui est de l'aviation légère, je pense que je dois être aux alentours de 2000. Là aussi, vu que ça fait déjà 15 ans, 16 ans qu'on a notre propre ULM, bien sûr, on suit ça comme il faut sur les carnets de vol et d'entretien, mais c'est surtout celui de l'avion, le mien en soi, je remplis plus trop ça, je dois reconnaître. Mais voilà, ça doit être tourné aux alentours des 2000 heures de vol sur avion léger, quoi. Et du coup, ça fait maintenant. Vas-y, je t'en prie. Et tu prends toujours. Alors, il y a toujours une question que je pose quand je reçois des pilotes pros et qui ont souvent un pied à terre dans un aéroclub. Tu prends toujours le même plaisir entre voler sur un 320 et voler sur un ULM, comme tu m'expliquais? Eh ben oui, franchement, complètement. C'est vrai que souvent on se dit, un gros avion avec des pilotes automatiques très développés, c'est plus pareil. Et puis en fait, si franchement, il y a toujours ce même plaisir du vol en lui-même. Alors bien sûr, en termes de pilotage, ça peut être légèrement différent, mais moi j'ai la chance de réexercer depuis déjà 6-7 ans sur moyen courrier, donc le pilotage est encore quand même bien présent sur le court et moyen courrier. Et franchement, le plaisir est très similaire entre les deux types de pilotage. Et je me régale autant sur l'un que sur l'autre. Alors bien sûr, quand je suis en ULM, je me fais plaisir, je reconnais, à voler plutôt bas. Tu vois, j'ai pas très envie de voler à 10 000 pieds, alors que je le fais. Enfin, je vole au niveau 380, 390 toute la semaine. Donc j'adapte un petit peu mes plaisirs. Voilà, on fait un peu plus de radada. Mais c'est vrai que ça reste assez proche. Voilà, il y a beaucoup de plaisir aussi en avion de ligne et en ULM, c'est assez proche. Ok, quelle place tu donnes au quotidien? Est-ce que à l'aviation, est-ce que tu fais partie? J'ai toujours deux exemples qui sont venus chez Pilote Podcast. Il y a celui qui ne lâche jamais, qui même quand il est chez lui, il a toujours une vidéo ouverte pour regarder un truc d'avion, où il a toujours son magazine qui est pris sous le coude. Ou est-ce que toi, tu arrives à faire la part des choses et à te dire, une fois que je suis à la maison, l'aviation c'est fini et je me consacre pleinement à ma famille. Toi, t'es plutôt dans quelle école? Je dirais que c'est un peu des deux. Moi, effectivement, j'essaye de trouver l'équilibre parce que je suis un papa poule. Moi, j'adore mes 3 enfants. J'essaye d'être présent le plus possible pour eux parce que le temps passe vite. Donc, je me dis que les avions, il y en aura. Je pense toujours. Donc, je pourrais en profiter jusque tard. Alors que les enfants, ça pousse vite. Donc, il faut en profiter. Ouais. Donc, c'est vrai que en même temps, tu vois, avec la cartographie, avec l'ULM, etc. Oui, ça occupe quand même une part de mon quotidien. Relativement importante, mais voilà, de temps en temps je me dis ok, là priorité à la famille, et j'essaye de leur consacrer du temps, et c'est évidemment mon propre plaisir aussi. Donc j'essaye de faire un peu
la part des choses entre les deux vies, on va dire, de passionné d'aviation et puis de père de famille et mari également. Alors du coup, est-ce que tu as réussi du coup, la question elle est tentante, mais est-ce que tu as réussi à convaincre un de tes enfants de reprendre le flambeau, ou est-ce que tu as réussi à en picouser un pour aller faire de l'avion? C'est marrant parce que j'essaye de ne surtout pas influencer mes enfants sur leur avenir professionnel ou leur avenir de loisirs. Mais c'est vrai que je les amène pas très souvent avec moi en ULM, faute de temps, et aussi parce que je veux pas leur proposer, comme souvent ça peut arriver, et puis finalement les enfants se lassent ou n'ont plus envie parce que voilà. Eux, c'est l'inverse. En fait, je fais toujours en sorte que ce soit eux qui me demandent, et puis c'est seulement au bout de plusieurs demandes répétées de leur part que j'accède à leur requête. C'est pas mal, donc, mais c'est bien ça. C'est pas mal. Finalement, ça alimente l'envie, tu vois. Il faut que l'envie soit présente, quoi. Il faut pas leur servir tout sur un plateau. Et puis là, en l'occurrence, les trois comptabilisent précieusement pour savoir à qui c'est le tour là pour le prochain, voilà. Et donc et puis mon fiston, là, il se trouve que c'est d'actualité parce qu'il est en train de passer le BIA, tu vois. Et c'est vrai que le BIA était un bon déclencheur. Il était déjà très intéressé par tout ça, bien sûr, mais il y a vraiment, peut-être que le virus est en train d'être inoculé sans qu'on y fasse vraiment attention, que ça soit forcément voulu. Et donc là, il passe le BIA dans 15 jours d'ailleurs. Là, la session, c'est fin mai là pour 2026. Et donc c'est assez sympa de voir que c'est cool. La tradition risque de perdurer. Puis, d'ailleurs de temps en temps il me dit mais moi aussi je devrais faire des cartes plus tard, alors je pourrais faire des cartes. Je dis écoute, on verra, d'ici là t'as bien le temps. Mais c'est assez sympa de voir qu'il y a une tradition familiale qui se perpétue, quoi. Voilà. Bon, mais c'est cool. Avant de te demander une petite anecdote, que ça soit ou pro ou en vol amateur, est-ce que tu peux nous parler, alors que ce soit pareil en pro ou en amateur, mais les sensations que tu as quand tu es en vol? Bien souvent, moi j'ai pour habitude de dire que moi personnellement, quand je monte dans un avion, souvent j'ai la sensation de laisser mes soucis au sol. Ils me suivent pas dans l'avion, et c'est un sentiment de liberté entre guillemets. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais avec les cartes, les zones sont quand même de plus en plus importantes à respecter. Mais c'est quand même une sensation de décompression et on va dire, de bien-être quand on est en l'air. Pour toi, c'est un peu quelle sensation tu as, que ce soit en ULM ou peut-être dans le pro, c'est peut-être, ou les deux sont peut-être même identiques toutes les deux, si ça se trouve. Ouais, complètement. C'est très très proche. Et comme tu le dis, effectivement, c'est une sensation de sérénité, quoi, de plénitude aussi. Tu vois alors c'est vrai que sur avion de ligne, on se lève souvent très très tôt, pour assurer les vols du matin. Et alors bien sûr, le lever tôt en lui-même, il n'est pas très agréable. Mais une fois qu'on est dans le cockpit, qu'il fait encore nuit, et qu'on décolle, et puis que le lever de soleil. Le soleil pointe le bout de son nez, c'est un plaisir immense, quoi. Voilà, c'est une plénitude, un sentiment de sérénité qui est fabuleux. Et je m'étais dit en début de carrière, j'espère que j'aurai toujours cette sensation-là au fil des ans, parce que c'est souvent une carrière qu'on embrasse pour l'entièreté de sa vie professionnelle. Donc on peut avoir une crainte de lassitude ou autre, et à chaque fois je suis incroyablement étonné et joyeux de me dire ça me fait toujours le même effet, quoi. C'est toujours, c'est fabuleux, quoi. Se lever de soleil sur les Alpes, là, c'est splendide, ou une approche au petit matin sur Nice-Marseille ou plus loin. À chaque fois, je me dis, j'ai fait le bon choix, quoi. Voilà. C'est toujours ce sentiment de dire, je me suis pas raté dans mon choix d'orientation professionnelle. C'est fabuleux, quoi. C'est vraiment, cette sensation de sérénité. Il y a le plaisir du pilotage, bien sûr, mais il y a aussi et surtout cette ambiance qui est très particulière, et qu'on peut ressentir, que ce soit sur un avion de ligne ou sur un ULM ou sur un avion léger. C'est le même principe, quoi. Voilà, ce monde de la troisième dimension, comme beaucoup de pilotes l'appellent, effectivement. Exactement. Alors, je vais te demander, est-ce que on va revenir rapidement sur ta carrière en ligne. Est-ce que tu as une anecdote, un truc un peu sympa, un peu loufoque, ou qui te serait arrivé
hormis la porte sur ton premier lâcher solo, mais qui te serait arrivé soit en ligne ou soit en ULM, un truc un petit peu... Mais écoute, c'est marrant parce que je vais rester dans le domaine des portes, figure-toi. Ah, t'as un truc avec les portes. J'ai un truc avec les portes, moi, je te jure. C'est assez incroyable. On va dire, peut-être 25 ans plus tard, j'amène ma fille, cette fois-ci, avec moi en vol, ouais. Donc en ULM, après avoir fait le tour avec mon fils, évidemment, parce qu'il fallait faire chacun son tour. Bah oui. Et donc, on décolle d'Aix-les-Milles, et puis je prévoyais un espèce de grand tour de piste, tu vois, un petit passage sur la Sainte-Victoire, et puis un retour au terrain, un truc d'un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et donc, voilà, je dépose mon piston, je récupère ma fille, et puis nous voilà repartis. Et bien, tu vois, 20 ans après, peut-être que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je n'en sais rien. Surtout que j'étais quand même particulièrement vigilant, avoir tout fait comme il faut, parce que c'est un classique de bâcler parfois les checklists, alors qu'il faut surtout rester bien concentré, même si on vient de faire un vol et qu'on en fait un nouveau. C'est vrai. Bref, et donc, voilà, montée initiale. Rebelote, et là ce coup-ci, là ça a été un peu plus costaud, si je veux dire. Sur le FK9, tu vois, c'est les portes papillons, tu vois, à ouverture papillon. Ouais. Et tu vois, c'est un aile haute là, et puis heureusement la porte de gauche, donc ma porte à moi, de mon côté à moi, eh bien là lâche carrément, quoi. Enfin, se déverrouille d'un coup, plam, et alors avec un bruit énorme, et la porte se retrouve. Alors heureusement, elle reste attachée à l'avion, aux charnières, tu vois. Ouais. Mais la violence du choc contre l'aile au-dessus casse le carbone de la porte, quoi, tu vois. Donc la porte était quand même bien brinque-ballante. Et là, j'étais vraiment pas fier quand même, parce que je me dis, si jamais la porte s'en va percuter, on imagine tout de suite le pire, quoi. Elle se détache, elle va taper la gouverne de profondeur. Bon, j'ai certes mis un parachute depuis la naissance de mon premier enfant sur cette ULM, tu vois, mais on n'a pas trop envie de s'en servir néanmoins. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est la première fois que j'ai mis un pan, tu vois, sur le tour de piste pour évidemment revenir illico presto se reposer sur la piste d'Aix-les-Milles, voilà, en serrant un peu les fesses pour que la porte tienne le choc. Du coup, évidemment, réduction de vitesse à 100 km/h maxi pour essayer de minimiser les contraintes aérodynamiques, quoi. Ouais. Et voilà, et on se pose comme ça. J'ai la priorité atterrissage, évidemment. Puis on se pose, et puis bon, j'avais un peu peur de la réaction de ma fille. Et elle me dit, mais pourquoi on s'est posé? Je dis, mais c'était beaucoup trop court. Mon grand frère, c'était beaucoup plus long pour lui, là. Alors je dis, mais attends, mais tu vois pas qu'on a une porte cassée, là, regarde, tu vois, c'est pas normal. Donc moi qui craignais lui avoir fait peur pour le reste de sa vie aéronautique, en fait pas du tout. Elle était juste très très déçue que ce soit déjà terminé et voyait pas du tout ce qui aurait pu empêcher de poursuivre le vol. Oui. Donc voilà, c'était assez marrant. Du coup, elle a eu le droit à un deuxième tour un peu plus long, j'imagine. Voilà, il a fallu faire réparer la porte, ça a fait quelques semaines, et puis après on est reparti, et comme en 40, t'avais pas de soucis. Pour elle, c'était un plaisir. J'avais peur que ça allait effrayer, un peu dégoûter potentiellement, et en fait, non, pas du tout. Donc, elle est de nouveau, elle est toujours partante, même aujourd'hui, quoi. Ah, c'est super. Ça, c'est ce qu'on aime, c'est cette transmission. Vraiment, c'est toujours quelque chose de sympa. Bon, allez, avant de revenir sur le sujet des cartes à Bossy, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier de pilote de ligne? Comment tu es venu au métier de pilote de ligne, en fait, en partant de l'ULM? Comment tu t'es dit finalement je veux aller sur des avions plus gros et jusqu'à aller faire de la ligne? Écoute, c'est toujours une idée qui me trottait dans la tête, hein, tu vois, c'est quand on demande quand t'es petit, au primaire ou autre, les instituts qui te demandent ce que tu veux faire comme métier plus tard. Ouais. Donc moi j'avais 2-3 métiers en tête et j'avais toujours celui de pilote de ligne dans un coin de mes rêves, quoi, voilà. Et c'est vrai que ça s'est fait un peu naturellement, mais initialement moi j'étais plutôt parti. Je savais que c'était un métier qui était quand même
très difficile d'accès, beaucoup de candidats, peu d'élus. Donc dans ma tête, je me disais bon ben voilà, si un jour j'arrive à en faire mon métier, ça serait génial. Mais faut être, on va dire, réaliste. Je me suis dit je vais plutôt m'orienter vers des études d'ingénieur. Moi, je me voyais construire le futur Concorde, tu vois. Ma passion pour l'aéromodélisme déjà qui s'exprimait et qui pouvait se prolonger dans le monde professionnel. Donc voilà, j'ai fait mes classes prépa scientifiques et puis j'ai passé l'ENAC parce que je me suis dit il faut tenter, mais en me disant voilà, ça serait un gros coup de bol. Il y a 1200 candidats, il y a 22 places, tu vois. Bon, donc vraiment je m'étais dit je passe mes écoles d'ingé surtout, et si j'ai un coup de bol, on verra bien. Et j'ai eu ce coup de chance là d'être pris à l'ENAC. Et c'est vrai que je m'y attendais pas, on va dire, que ça se présente si tôt, même si j'espérais qu'un jour j'ai cette opportunité-là. J'imaginais pas que ça puisse arriver à ce moment-là et que j'ai cette chance-là. Donc évidemment, j'ai pas hésité parce que je me suis dit une opportunité comme ça, il faut pas la rater. Ouais. Et donc voilà, je suis rentré à l'ENAC en 99 comme ça, et c'est là que j'ai passé tous mes diplômes et que j'ai eu la chance. Alors, mais tu vois, j'avais quand même mon côté très prudent parce que je me disais il y a beaucoup de mes anciens collègues de l'ENAC qui se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau à l'issue de leur formation parce que c'est très cyclique comme secteur. Donc, il peut y avoir des gros besoins et puis d'un coup plus rien pendant des années. Donc moi je craignais un peu ça quand même, et il se trouve que j'ai passé les sélections à Air France 3 semaines après le 11 septembre, tu vois, le 11 septembre 2001. Donc avec une visibilité sur les carrières de pilotes inférieure à 300 mètres, quoi, tu vois. Donc c'était chaud, et puis finalement on a eu de la chance parce que Air France a repris les embauches assez rapidement, donc j'ai attendu même pas une petite année avant de commencer réellement ma formation de pilote de ligne, de pilote au sein d'Air France. J'avais déjà tous mes brevets de pilote professionnel de l'ENAC, bien sûr. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça s'est déroulé avec des petites frayeurs, on va dire, dues au contexte géopolitique. Mais bon, ça, l'avenir m'a montré qu'en fait c'est toujours le cas pour accéder à ce métier-là, quoi, hein. Il y a un moment, il faut savoir saisir sa chance et puis croiser un peu les doigts pour arriver sur la bonne vague et puis tenir le coup s'il y a des creux, quoi. Voilà. C'est ça. Et être un petit peu opportuniste pour saisir, comme tu dis, la bonne vague. T'es qualifié sur A320, comme tu nous disais au début. Est-ce que, j'allais te demander comment s'est passée la qualif, mais est-ce que c'est une volonté de ta part? Je sais qu'un peu dans le milieu, on retrouve un peu cette rivalité qu'il y avait à l'époque Samsung, Apple, et souvent les gens qui sont sur Airbus, il y a toujours un petit différent avec les gens sur Boeing, et vice versa. On fait pas l'un et pas l'autre non plus d'un côté. Toi, c'était une volonté d'être sur Airbus ou comment ça s'est passé pour toi? Alors quand tu rentres en compagnie, enfin Air France en tout cas, mais c'est souvent, en fait tu vas un peu sur la machine sur laquelle on a besoin de toi, quoi. Ouais. Donc effectivement, moi ça a commencé sur A320 en OPL, en copilote, et t'as des étoiles plein les yeux, hein. J'avais des copains qui étaient affectés sur 737, qui étaient super contents d'être sur 737. C'était encore un avion un peu à l'ancienne à l'époque parce que c'était les vieux 37. Nous sur 320 c'était déjà perçu comme beaucoup plus moderne. Donc effectivement il y avait cette petite rivalité. Moi je suis content d'être sur tel avion. En fait, dans les faits, on est toujours content d'être à l'endroit qu'on nous propose, quoi, parce qu'évidemment c'est fabuleux dans tous les cas. Et donc moi j'ai beaucoup aimé le 320 en copilote. Et ensuite 4 ans après, je suis parti sur long courrier et je suis allé faire du Boeing. Là, pour le coup, c'était un choix, puisque je pouvais choisir entre le 330, 340 et le 777, tu vois, le choix de riche, hein. Et moi, pour le coup, j'ai fait le choix d'attendre le 777 pour aller faire du Boeing, parce que je voulais voir ce que c'était que cette fameuse philosophie Boeing qui a tant de fans dans notre milieu, quoi. Voilà. Il y a des fans d'Airbus aussi, mais c'est vrai que il y a plus de fans de Boeing. En général, soit les gens sont neutres et aiment bien les deux machines, soit lorsqu'il y a des aficionados, c'est souvent du côté de Boeing plutôt que d'Airbus. Mais voilà, donc moi je me suis régalé sur 777. J'ai même eu la chance de faire un petit peu de 787, beaucoup plus moderne. Et tu vois, je suis revenu sur A320 il y a 6 ans maintenant pour passer commandant de bord.
Ouais. Et j'adore toujours autant cet avion. Donc vraiment, je trouve que les deux philosophies ont des avantages, des inconvénients. Les deux avions sont, enfin les deux constructeurs ont très bien pensé leurs avions. Et voilà, c'est vrai que on a souvent tendance à dire que Airbus, quand ça marche bien, ben c'est génial, l'ergonomie est top. Ouais. Et puis quand il commence à y avoir des pannes, on sent que c'est un avion entre guillemets d'ingénieur et que il faut se creuser un peu la tête parfois pour comprendre la logique des pannes et le pourquoi du comment. Mais bon, on est formé et qualifié pour ça, donc il y a pas de souci. Alors c'est vrai que Boeing, quand il y a une panne, c'est peut-être plus simple. Je caricature un peu bien sûr, voilà, c'est peut-être parfois un peu plus simple à comprendre et à gérer qu'un souci sur Airbus. Et voilà, mais franchement, les deux constructeurs ont fait des belles machines, quoi, ça y a pas de doute. Toi qui as volé sur les deux, souvent, moi j'ai entendu dire, alors, parce que moi personnellement je suis un peu plus aficionado Airbus et j'ai des collègues au club qui eux sont plus Boeing et qui volent sur Boeing. Et donc toi qui as fait les deux, du coup, est-ce que tu dirais comme eux que finalement sur Boeing on a un peu plus de pilotage pur et sur Airbus un peu plus d'automatisme et on va dire de contrôle ou de suivi du vol? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Non, honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Okay. Je trouve qu'en termes de pilotage, les deux sont très sympas à piloter. Okay. Tu vois, un A320, tu déconnectes tout, ce qui est tout à fait autorisé, hein, et prévu par le manuel d'utilisation, il n'y a aucun sujet là-dessus, et tu te retrouves avec un avion entre guillemets d'aéroclub. Ça se pilote super bien, les commandes de vol sont très bien pensées, c'est très souple, et c'est vraiment du pilotage pur, quoi, hein, quand tu fais une approche à vue à Marseille avec du Mistral et autres, tu vois, que l'approche de toute façon tu dois la conduire évidemment en manuel, puisqu'on fait 99% de nos atterrissages en manuel, hein. Je peux t'assurer que voilà, tu batailles comme quand tu batailles avec ton ULM et qu'il y a un peu de vent, tu vois. Okay. Voilà. Donc en termes de pilotage, franchement les deux avions, j'ai pas l'impression d'être plus pilote sur tel type d'avion que sur tel autre, quoi. Et, okay. C'est vrai qu'il y a le gros manche du Boeing qui donne cette sensation, on va dire de gros camion, quoi, tu vois, qui est sympa. L'Airbus, c'est le mini-manche, mais dans les faits, c'est vrai qu'il y a les manettes de gaz sur Airbus qui bougent pas lorsque tu les as en auto-poussée, hein, là où celles du Boeing, tu peux les suivre à la main et tu sens les manettes bouger lorsque tu es en auto-poussée également. Mais là aussi, très souvent, on déconnecte l'autopoussée de l'Airbus pour la gérer soi-même. C'est même parfois mieux lorsque l'atmosphère est turbulente parce que tu peux réagir plus vite que l'autopoussée dans certaines situations. Donc, non, franchement, voilà, c'est deux avions c'est deux types d'avions qui se pilotent très bien l'un comme l'autre. T'as pas l'impression d'être, j'entends parfois ça, tu vois, tu pilotes tu pilotes un ordinateur. Non, c'est franchement, t'es vraiment, tu fais corps aussi avec l'avion sur un Airbus autant que sur un Boeing lorsque t'es sollicité en dextérité de pilotage, quoi, tu vois. Ok. Alors une dernière petite question avant de passer au sujet des cartes à Bossy. Aujourd'hui, qu'est-ce qui aujourd'hui dans le métier de pilote de ligne te fait le plus vibrer et la chose qui te ferait le moins vibrer aujourd'hui si tu devais faire un petit bilan de la situation? Bah écoute, je pense que, comme on dit tout à l'heure, la sensation de sérénité, de plénitude d'un vol au petit matin ou au contraire un vol de nuit sur long courrier, tu vois, c'est quelque chose de très spécial, très agréable. Puis tu as aussi tout l'aspect du métier en lui-même, c'est-à-dire au-delà du pilotage, de l'aspect technique de la chose, mais tu as le fait d'être en escale à droite, à gauche, que ce soit sur long courrier ou tu te retrouves à Santiago du Chili en hiver alors que c'est l'été en Europe, tu vois, et que tu vois, tu profites des escales autant que possible, hein. Évidemment, faut gérer surtout la fatigue. Et sur moyen courrier, un coup tu dors à Stockholm et le lendemain tu dors à Marrakech, tu vois, avec 30 degrés d'écart de température et des ambiances totalement différentes. Donc ça c'est fabuleux parce que vraiment t'as l'impression que la planète Terre est un village, tu vois, avec des quartiers super sympas et tu as accès à tous ces quartiers-là, quoi. Donc ça, il y a pas beaucoup de métiers qui permettent ça.
Il y a aussi le fait que voilà, les plannings sont jamais les mêmes. Donc il y a la répétitivité. Bien sûr qu'un vol en soi, ça reste un décollage d'un point A et un atterrissage à un point B, mais il y a toujours des circonstances différentes, des passagers différents, et le planning sur le mois n'est jamais le même d'un mois sur l'autre, avec des destinations différentes aussi. Donc voilà, ça c'est il y a moi qui craignais potentiellement au bout de 20 ans, 25 ans, de dire peut-être qu'il y aura une lassitude, non, je la ressens pas du tout. Donc ça c'est vraiment fabuleux. Et bon, à l'inverse, des inconvénients, enfin des choses qui sont moins sympas, à parler de veto comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il y a aussi le fait que tu voles avec des gens tout le temps différents. Donc c'est à la fois un avantage parce que tu rencontres plein de gens, et puis un inconvénient bien sûr parce que tu as peu de temps pour créer du lien et créer des vraies relations de collègues, voire d'amitié, comme ça peut se faire dans beaucoup d'autres milieux professionnels. Donc alors tu peux essayer de revoler avec des gens, faire des desiderata comme on dit communs, etc. Mais on a tous ensuite nos contraintes de vie privée et tout, donc c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, c'est vrai que voilà, les relations humaines sont à la fois très riches de par leur variété, et en même temps, t'as pas le temps d'approfondir plus que ça, malheureusement, quoi. Sauf à vraiment faire un effort pour recréer des vols ensemble. Ok, bon, allez, partons maintenant dans le vif du sujet, puisqu'on est ensemble pour parler des cartes à Bossi. Alors moi, j'ai fait appel à toi parce que au sein de mon aéroclub, par exemple, je trouvais que ça a été méconnu. Tu vois, moi je suis tombé sur les cartes à Bossi en cherchant sur un des sites très connus qui vend du matériel d'aviation, et en fait ma curiosité à l'époque de jeune pilote et puis mon esprit un peu rebelle aussi, il faut le dire, m'a fait dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que les cartes OACI? Et en fait je suis tombé sur ces cartes. Et je me suis dit, mais zut, c'est quand même un petit peu dommage qu'on m'en ait pas parlé lors de ma formation, parce que je trouve qu'il y a de très bonnes choses chez toi, enfin en tout cas sur les cartes à Bossi. Alors du coup, on va parler de ce sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler depuis combien de temps ça existe, les cartes à Bossi? Alors écoute, je suis à peu près certain que la première carte que Jean a créée, c'était en 1988, tu vois, ça remonte, et ça s'appelait à l'époque la carte Europilote. C'était un projet qu'il avait lancé, mais qui était difficile à financer. Donc il y a eu une édition qui a été faite, mais ça s'est arrêté très vite suite à des difficultés de financement. Et ensuite, voilà, il avait toujours ça qui me trottait dans la tête, de faire une carte qui soit pratique pour les pilotes, parce qu'à l'époque, en plus tu vois, il travaillait à la DGAC, donc il était bien placé. On va dire, il essayait, même s'il travaillait pas au SIA en soi, mais de proposer certaines choses au SIA. Mais bon, voilà, c'est quand même un mastodonte. Le SIA, c'est pas facile de faire bouger certaines choses. Et donc, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, en fait, je vais vraiment me lancer pour faire la carte dont je pense que les pilotes apprécieraient l'existence, parce que à l'époque, je sais pas si les plus anciens s'en souviennent sûrement, mais voilà, tu avais la carte IGN SIA aux 500 000 qui s'arrêtait à 5000 pieds, t'avais pas les fréquences tours, t'avais pas les waypoints, il y avait plein de choses qui fait que tu t'es obligé d'aller soit chercher dans les cartes VAC des informations complémentaires. Si tu voulais voler plus haut que 5000 pieds, il fallait prendre la carte à l'échelle million du SIA, qui elle, pour le coup, était franchement difficile à lire, pour pas dire illisible, voilà. Et en plus de ça, pour savoir si tu pouvais traverser telle zone, il fallait que tu ailles consulter le complément aux cartes du SIA, tu vois, pour voir si la R115 est active ou pas ce jour-ci, et si on peut y pénétrer ou pas du tout. Donc cette espèce de bibliothèque nécessaire pour partir en vol, pour préparer son vol et partir en vol, Jean se disait c'est quand même absurde, et je vais créer cette carte là. La fédération, la FNA, donc l'ancêtre de la FFA, a été assez fanat du principe, et donc a soutenu le projet.
il a fallu trouver des partenaires pour financer ça, parce que évidemment ça avait un coût non négligeable. Ouais. Donc il y avait c'était Total à l'époque, tu vois, enfin bref, qui avait financé une bonne partie du projet. Et c'est comme ça qu'en 98, donc tu vois, après plusieurs années de travail, eh bien la première carte à Bossi, telle qu'elle a été dénommée par les pilotes, est apparue, et c'est donc sous l'égide de la Fédé. Et donc tous les adhérents de la fédération ont reçu la carte à domicile et ont découvert une carte qui était enfin facile à lire, facile à exploiter. C'était la première, donc bien sûr quand je la vois aujourd'hui dans nos archives, là je dis on a progressé depuis encore, heureusement. Oui. mais il y avait une vraie plus-value de simplicité d'utilisation, malgré une échelle au million, puisque le but c'était que le pilote puisse partir dans la France entière avec une seule carte recto verso, sans avoir à faire des origamis avec la carte, tu vois, et à jongler avec 4 cartes, voire 5, sans parler des cartes VAC, tu vois. Ouais, donc voilà, c'est ça qui fait que la première carte est sortie en 98 et que le succès a été immédiat, quoi. Ça a été vraiment un plébiscite, et cette dénomination sympathique, pas très française, mais de carte à Bossi, qui s'en est suivie. Et voilà, et c'est comme ça que l'aventure a débuté réellement en 98. Alors j'imagine qu'il y a eu des difficultés pour créer cette carte. Comment alors ça va peut-être être un peu des détails, mais comment a réussi à partir ton père, donc en fait il s'est basé sur une base. En fait, comment il a réussi à créer cette carte? Quand on la voit, nous, quand on l'a dans les mains, bon, on se dit oui, ok, mais la genèse de la création de cette carte, elle s'est faite comment, du coup, parce qu'elle regroupe beaucoup d'informations, mine de rien, qui sont très lisibles, mais il y a beaucoup d'infos. Ouais, tout à fait. En plus, on a rajouté au fil des ans des infos pratiques qu'on estime intéressantes pour les pilotes. Donc, il y a des innovations quasiment à chaque édition, tout en gardant ce principe de lisibilité, ne pas trop en faire non plus pour pas surcharger la carte. Mais effectivement, ça a pris beaucoup de temps, et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens informatiques qu'on connaît aujourd'hui, en termes de simplicité, de diffusion. Voilà. Et tout. Donc moi je me souviens, tu vois, j'étais ado, mon père il recevait des fax de l'AIP, du SIA, pour avoir les infos des dernières AIP en vigueur, pour pouvoir faire la mise à jour de la carte. Enfin, il y avait un côté très artisanal, quoi. Alors bien sûr, il y avait déjà des outils informatiques de traitement de données géographiques, qui permettaient d'agréger tout ça sur un logiciel et de faire au final qu'on puisse créer un PDF et donc imprimer une carte papier digne de ce nom. Et c'est vrai que la collecte des différentes informations était pas simple. C'est d'ailleurs à cette époque-là que Jean avait beaucoup travaillé aussi avec la FF Plume, parce que le but c'était aussi de mettre tous les terrains privés et ULM, chose que ne faisait aucune autre carte. Et d'ailleurs les cartes du SIA et l'IGN, enfin maintenant SIA tout court, ne met toujours pas les cartes, les plateformes ULM, tu vois. Donc tout ça évidemment, ça a été aussi un travail avec la FF Plume, de manière à créer une base des terrains ULM. Et donc mon père a été partie prenante dans la création de cette fameuse base ULM, tu vois, dont on se sert bien sûr encore toujours aujourd'hui, et qui nous sert aussi de base de données pour tout ce qui est données relatives aux ULM, quoi. Donc voilà, c'est vraiment tout ce travail-là d'agrégation des informations utiles aux pilotes qui fait la plus-value de la carte, quoi. Et puis, j'allais dire, en plus de gestion, alors, il y a, pour donner l'info, donc, il y a sur la 1 million, donc, il y a la version week-end et la version semaine, qui est bien pratique d'ailleurs pour la gestion des zones, comme tu disais, si une Roméo est active ou pas. Donc, en plus, il y a eu tout ce travail donc, de gestion de zone, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils prennent zone par zone pour pouvoir sortir une carte et se dire, c'est actif en semaine ou en week-end, ou comment que ça s'est passé aussi pour ce genre de choses? Exactement, c'est ça le principe, c'est que en fait, quand on voit en France, et c'est très spécifique à la France, les autres pays sont un petit peu moins complexes d'un point de vue de l'empilement des zones, et c'est ce qui a fait aussi le succès de la carte, c'est que
lorsque tu vois que une zone un peu chargée, comme on connaît dans le sud-est ou dans la région parisienne, ou même dans le nord-est de la France, où tu as des TMA qui s'empilent de tous les côtés, c'est extrêmement difficile pour le pilote sur une carte 2D de comprendre qui il doit contacter selon son altitude, sa position, etc. Tu vois. Donc la grosse innovation qu'a amené Jean dans la création de ces cartes, c'est vraiment de simplifier ces zones-là. C'est-à-dire que quand tu as une TMA 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, qui de toute façon sont gérés par le même organisme de contrôle aérien avec la même fréquence, ça sert strictement à rien de garder ce découpage-là, alors que tu peux les fusionner et rendre d'un coup la zone beaucoup plus lisible, et tout en étant parfaitement dans les clous, c'est-à-dire qu'à tout instant et en tout lieu, tu sais qui contacter et si tu dois contacter et qui contacter, quelle fréquence, pour être évidemment toujours à un niveau de sécurité de ton vol optimal, quoi. Donc ça a été ça la grosse innovation, c'est cette simplification et cette fusion de zones et d'espaces aériens qui fait que quand tu regardes les deux cartes, la carte million du SIA et puis la carte ABOSI à côté, j'allais dire, il n'y a pas photo, quoi. Il y en a une où tu vas avoir quand même beaucoup il va falloir que tu lises, on va dire, qu'il passe un moment avant de comprendre. Alors que sur la carte ABOSI, d'un coup d'œil, tu vas assez vite comprendre quelle est la fréquence que tu dois contacter, quel est le plancher et le plafond de la zone du contrôleur aérien qui s'occupe de cette zone-là, quoi. C'est ça. Donc c'était vraiment ça l'objectif de la création de cette carte, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça continue d'avoir cet engouement parce que ceux qui sont habitués à cette carte l'utilisent de manière très intuitive et très rapide, et ceux qui la découvrent en général, il leur faut très peu de temps pour l'adopter et pour dire effectivement c'est quand même beaucoup plus simple, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que c'est. Moi, je conseille toujours de s'approprier le cartouche, la légende un petit peu de la carte pour s'imprégner et moins avoir de gymnastique cérébrale pour la lire correctement. Avant qu'on revienne sur les particularités, parce que c'est vrai que du coup, on va détailler un petit peu plus, parce que comme on n'a pas de vidéo alors le but n'est pas de faire une comparaison, hein, le but c'est vraiment de parler de la carte en elle-même et d'essayer d'expliquer un petit peu les différences qu'il y a. Et comme il n'y a pas de visuel, il faut détailler un petit peu plus verbalement. Est-ce que tu connais le nombre d'utilisateurs que représente, on va dire, la version papier de la carte versus la version web? Parce que on rappelle donc, il y a également une application carte ABOSI qui permet de récupérer les cartes papier qu'on a achetées version tablette, mais on peut également récupérer les cartes via son appli préférée, alors que ça soit SDVFR, Maxset, et puis, alors j'en connais pas d'autres de tête, mais est-ce que du coup tu as un petit peu cet ordre d'idée qu'il y a, on va dire, entre l'utilisateur papier et l'utilisateur, on va dire, digital? Alors pour les cartes papier, c'est relatif. On a une idée assez, une fourchette assez large, mais on sait qu'il y a des pilotes qui renouvellent leurs cartes une fois tous les 2 ans, tu vois, d'autres qui les renouvellent chaque année. Donc on estime que, on va dire, chaque année on a entre 5 et 10 000 pilotes qui utilisent nos cartes papier. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur, on va dire. Et alors pour tout ce qui est version numérique, c'est déjà, on va dire, plus difficile à quantifier parce que, comme tu l'as dit, alors nous, effectivement, quand quelqu'un achète une carte papier, on lui donne un code pour qu'il puisse télécharger notre petite appli carte ABOSI, qui est la version, on va dire, numérisée de la carte papier avec ta position GPS, ta vitesse. C'est deux, trois petites bricoles comme ça qui sont sympas. C'est le petit cadeau bonus pour ceux qui achètent une carte papier, mais évidemment c'est pas comparable avec les applis fabuleuses que sont Maxset, SDVFR, Airmate, etc. quoi. C'est eux c'est leur cœur de métier. Nous notre cœur de métier c'est les cartes papier, et eux ensuite ils développent leurs applis qui font papa maman, quoi, voilà, sur lequel effectivement la carte ABOSI est également effectivement disponible en fond de carte, et on a beaucoup de gens qui utilisent nos cartes via ces applis là, et là pour quantifier le nombre de personnes, c'est difficile parce que chaque appli a son nombre d'utilisateurs. On ne sait pas combien
utilisent la carte aussi avec ces applis-là. Mais je pense que en recoupant un peu pour chacune des applis dont on connaît bien les créateurs et qui sont souvent des amis, voilà, on pense que c'est le même ordre de grandeur d'utilisateurs que la carte papier, quoi. Ça se compte en plusieurs milliers. Et voilà, très souvent quand on croise des pilotes, ils nous disent ah ouais, moi je l'utilise sur Mac 7, ouais, moi sur LVDFR, etc. Et on est assez content de voir que voilà le mariage finalement de notre philosophie qui à la base est adaptée au papier, ben, c'est assez bien exporté vers les outils numériques. Donc, ouais. Donc c'est assez complémentaire et ouais, je pense qu'en termes d'utilisateurs, il y en a qui utilisent plus que la version numérique sur telle ou telle appli, d'autres qui continuent d'utiliser la version papier, il y en a qui utilisent encore que le papier parce que ça reste un format vachement intéressant dans un cockpit que d'avoir une feuille de papier qui sera toujours largement supérieure à n'importe quelle tablette, quoi, tu vois. Oui, et d'un seul coup d'œil, tu as tout ton vol et t'as pas forcément besoin d'aller tapoter sur un écran pour avoir telle ou telle info. C'est un peu le but, quoi, nous, hein, c'est de dire normalement d'un coup d'œil, tu sais dans quelle zone tu es, quelle fréquence, etc. T'as pas besoin forcément d'un outil numérique. Mais voilà, c'est un bon complément. Et il y a pas de rivalité, on va dire, entre les deux formats. Chaque format a ses avantages, quoi. Ouais, et puis il y a aussi l'utilisateur qui utilise les deux. Moi personnellement, j'ai et papier et numérique. J'ai le papier pour préparer parce que j'aime bien voir sur le papier et tracer ma nav. Et le numérique, une fois que je suis en l'air, ça me permet d'avoir le suivi aussi en fond de carte. Ou même quand je prépare rapidement sur une appli, ça me permet aussi d'avoir les deux. Les deux sont assez intéressants. Est-ce qu'on peut revenir sur les particularités des cartes ABOSSI en développant un petit peu plus ces différences qu'on va trouver notamment par rapport à une carte OACI? Alors moi, il y a deux choses, il y en a même trois qui à l'époque m'avaient séduit. C'était le fait, par exemple, d'avoir les tours de piste qui sont indiqués. On a la flèche dans le sens du tour de piste. On a les fréquences aussi qui sont simplifiées. Alors, c'est vrai que c'est une petite gymnastique à acquérir, mais bon, si j'y suis arrivé, je pense que tout le monde peut y arriver. Et, et je trouve que c'est des choses qui rendent un petit peu la vie plus facile par rapport à la carte. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments? Encore une fois, le but n'est pas de comparer, mais c'est vraiment d'amener la différence qu'on va trouver sur vos cartes versus une carte SIA, parce que maintenant c'est repris par le SIA, c'est plus IGN. Exactement. Eh bien oui, en fait le principe c'est vraiment de dire il faut que sur cette carte il y ait toutes les infos qu'on estime utiles. Donc ça va sur une étiquette d'un aérodrome, ce qu'on appelle l'étiquette, quoi, le symbole de l'aérodrome, on fait en sorte finalement que ça soit une mini carte VAC en soi. C'est-à-dire que tu prends le terrain d'Aix-les-Milles, pour parler de ce que je connais bien, effectivement, tu vas avoir sur le symbole du terrain le QFU préférentiel. Oui. Ok, le QFU préférentiel, c'est la 31. Ok, il y a par un petit triangle sur le seuil de piste en question, dessiné sur l'étiquette. Donc tu sais tout de suite que c'est cette piste préférentielle qui existe sur Aix-les-Milles. Et comme tu l'as dit, le sens du tour de piste, c'est-à-dire qu'un tour de piste standard, c'est un tour de piste main gauche. On est d'accord? Tu vas te poser sur une piste, c'est côté commandant de bord, entre guillemets, pour faciliter la visualisation du terrain, de la piste. Quand c'est pas standard, c'est un tour de piste main droite, eh bien, nous, on l'indique. On dit, voilà, sur cette piste-là, on met un petit virage, on dit, et du coup, d'un seul coup d'œil, tu sais où est le tour de piste de ton terrain, tu sais quel est le QFU préférentiel, et on te met même, lorsque l'altitude du tour de piste n'est pas une altitude standard de 1000 pieds sol, on te le met. Tu vois, sur Aix-les-Milles, le standard, ça serait 1400 pieds. Là, au 1000, c'est 1500 pieds le tour de piste. Bon, il n'y a que 100 pieds d'écart, mais parfois ça peut être beaucoup plus. Eh bien, on te met tour de piste 15. Et quand tu as lu la légende, et comme tu le fais, et c'est très bien, c'est la première chose à faire lorsqu'on découvre la carte ABOSSI, c'est de lire la légende, de prendre 5 minutes pour lire la légende et de s'apercevoir de toutes les infos qu'on va pouvoir en tirer. Et donc, voilà, d'un coup d'œil, rien que sur l'aérodrome, tu as une mini carte VAC intégrée. Tu as les points de report VFR.
Exactement, tu vois, c'est des petits trucs comme ça prend pas de place. Et tu te dis, bah, tu vois, t'es en vol ou tu prépares ta nave, bah, tu te dis, bon, bah là, ok, là, il y a une taxe. En plus, le symbole, c'est un petit euro. Tu Ouais, dis qu'il y ou a une un taxe gros. d'atterrissage. Selon qu'il est gros ou petit, la taxe est plus ou moins forte. Ouais, Donc, c'est un ça. petit euro, c'est moins de 15 euros, tu vois. Voilà. Donc, tu te dis, bon, là, je peux me le permettre, je peux aller toucher les roues, ça va me coûter moins de 15 euros. Voilà. Et puis là, tu Gros dis, oh là, euro, il y a bon. un gros euro, je vais peut-être regarder un peu plus près si la taxe, elle n'est pas prohibitive, tu vois. Donc, c'est aussi une incitation, une invitation à aller découvrir des terrains. Et quand tu prépares ta nave, tu dis, OK, bah, tel endroit, tiens, là, il n'y a pas de taxe, super. Là, cette année, on a rajouté un petit truc qui a beaucoup de succès. Là, on a eu beaucoup de retours positifs là-dessus. On a mis un petit R Ouais. lorsqu'il y a un resto sur la plateforme, tu vois. Ouais. Et ça, c'est du vécu de pilote. C'est-à-dire que nous, quand on se dit, tiens, allez, on va se faire un petit tour, on se dit, bah, attends, on va y aller, on va partir à 11h, on va se poser à midi quelque part, faut qu'on puisse manger, tu vois. Et donc, eh ben, on prépare le truc et on se dit, bah, tiens, bah, là, à Gap, il y a un resto, super. Eh ben, on va aller manger à Gap. Il y a tel endroit. Là où aujourd'hui, pour avoir cette info-là, tu ailles chercher la carte VAC, que tu vois si le resto est présent ou pas, enfin bref, voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça où d'un coup d'œil, tu sais si tu vas pouvoir refueler, puisqu'on te met aussi des symboles qui te disent quel type de carburant est présent sur la plateforme, s'il y a un automate ou s'il y a des horaires, tu vois. Donc c'est tout un tas de trucs comme ça pratiques qui te permettent déjà d'avoir une bonne idée en cas de déroutement notamment. Hein, tu te déroutes pour raison X ou Y. Ou tu changes d'avis parce que la météo, là où tu pensais aller, finalement, elle se dégrade, elle est pas terrible. Mais par contre, là, plus à l'ouest, ça se présente mieux. Bah, d'un coup d'œil, tu te fais ton déroutement et avec la carte à aussi, bah, tu sais déjà assez rapidement si tu vas pouvoir y aller, trouver ce que tu y cherchais, avoir la longueur de piste aussi, tu vois, c'est tout con, vrai. mais voilà. Nous, si la longueur de piste fait plus de 1000 mètres, bah, on te le dit pas. Plus de 1000 mètres, il y a tous les avions qui peuvent se poser, il n'y a pas de sujet, tu vois. Ouais. Par contre, si elle fait moins de 1000 mètres, on te le dit. Ouais. Et là, on te dit, attention, on te met un petit 8, tu vois. Ouais. Par exemple, à Gap, rebelote sur cet exemple-là, on te met un petit 8, ça veut dire que la piste fait 800 mètres. Donc, tu dis, bah, 800 mètres, il n'y a pas de souci, je me sens capable, voilà, je le fais. Par contre, bah, tiens, là, tel autre, il y a 500 mètres, tu vois, il y a, bah, tiens, 500 mètres, là, moi, je suis pas assez expérimenté pour faire du 500 mètres, donc je le fais pas, tu vois. Donc, voilà, c'est, d'un coup d'œil, tu as les infos sur l'aérodrome, les infos, on va dire, essentielles. Voilà, ça, c'est pour tout ce qui est aérodrome. Après, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout aussi surtout la simplicité de la lecture de l'espace aérien lors de ta navigation qui est intéressante. Parce que, tu vois, bon, toujours dans le sud-est, tu vois, on a toutes les zones militaires. Alors, dans la version week-end, bah là, c'est super parce qu'on les a enlevées. Parce que comme elles sont inactives le week-end, bah là, ça te permet d'avoir une carte encore plus simple à lire. Mais pour ce qui est de la carte standard qui couvre les 7 jours de la semaine, ben voilà, on a fait en sorte que la R71, tu sais qu'en fait, elle n'est pas active en semaine, en week-end, pardon. Donc t'es tranquille. Et puis on te met la fréquence, tu vois, 35-15. T'as pas besoin d'aller chercher dans un complément aux cartes ou quoi que ce soit. Tu vois, il y a une zone au Luc, tu vois, dans le sud-est toujours. Une zone, les gens font tout pour éviter la zone. Alors que non, cette zone, elle peut tout à fait être pénétrée dès lors que tu as contacté 122.2, tu vois. Et ça, la carte te le dit. Donc, on voit souvent des gens qui essayent absolument de passer au-dessus de zones, alors qu'ils peuvent tout à fait, sur simple contact radio avec l'organisme de la zone R correspondante, traverser la zone sur simple autorisation, tu vois. Les gens se mettent des barrières parfois là où il n'y a pas besoin. Et nous, on fait en sorte justement de leur dire, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez aller dans telle zone dès lors que vous êtes en contact radio avec eux. Ouais, c'est ça. Ça permet de lever certaines barrières. Alors, cette année, t'en as parlé un petit peu. Du coup, vous étendez. Donc, vous étiez à 2 cartes. Aujourd'hui, vous passez à 6, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez mis à jour, en plus, les premiers, pour le coup. C'est un petit clin d'œil pour nos amis du SIA. Mais du coup, vous avez sorti la carte donc, en 500 000. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette carte ? C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ça fait des années que beaucoup de pilotes nous disent on adore votre carte,
Et ça serait vraiment chouette d'avoir une version 500 000 pour avoir quelque chose de visuellement encore plus confortable, d'avoir un peu plus de précision sur les reliefs, sur les cours d'eau, etc. Et beaucoup de jeunes pilotes aussi et des instructeurs qui disent votre carte elle est bien, mais souvent elle était perçue comme une carte qui s'adresse à des pilotes qui ont déjà un petit peu de bouteille. Et donc c'est vrai que on trouvait dommage que les pilotes n'osent pas assez tôt dans leur formation utiliser nos cartes. Et c'est vrai que c'était cette échelle 500 000 qui permet quand même, effectivement, pour un pilote un peu moins expérimenté, d'avoir plus de repérage, de pouvoir suivre leur navigation peut-être un peu plus facilement avec une échelle 500 000 qu'avec une échelle au million. Et donc, on s'est dit, c'est vrai que on pourrait faire ça. C'est déjà quelques années qu'on y pensait, mais voilà, on voulait fournir une carte qui reste dans l'ADN de la carte à bosser, c'est-à-dire une simplicité d'utilisation. On voulait pas faire, s'agissait pas d'imiter, on va dire, les cartes d'IGN SIA. On voulait garder nos spécificités, tout en rajoutant, cette précision au niveau des reliefs, au niveau des étendues d'eau, au niveau des villes aussi, tu vois. On nous demandait de faire en sorte que les villes soient un peu plus faciles à identifier, avec des grandes villes plutôt en orangé qu'en jaune. Bref, plein de détails comme ça. Pendant un an, on a bossé pas mal sur le fond géographique pour apporter un fond de carte plus précis, mais tout en restant épuré, quoi. Voilà, il s'agit pas non plus de retomber, on va dire, dans les travers de ce qu'on reproche aux autres cartes, c'est-à-dire beaucoup trop de détails qu'on estime peu utiles, voire pas utiles du tout pour le pilote, quoi. Donc donc on a agrémenté, on a rajouté les noms des villes, parce que c'est vrai que sur une carte au million, de savoir que le bled s'appelle Tretz ou je ne sais quoi, on peut s'en ficher un petit peu, quoi, voilà. Mais c'est vrai que quand tu apprends à piloter, que tu découvres une région, que tu fais tes premières navigations et tout, c'est sympa de savoir que tu survoles telle ville, son nom, par rapport en contact radio avec le contrôleur, tu vois, il va te demander où t'es, c'est le principe de base, quoi. Tu lui dis, voilà, je travers Pertuis, ou je ne sais quelle ville qui est pas forcément connue par le pilote. Là, il sait que sur la carte, il a le nom de la ville sur lequel il peut s'appuyer pour préciser sa position au niveau du contrôleur aérien, tu vois, par exemple. Donc voilà, on s'est lancé du coup et c'est vrai que on a des très très bons retours. Tu vois, on voulait être certain que de pas décevoir les gens, quoi. C'est la carte à Bossy, elle est appréciée historiquement, et donc on voulait faire quelque chose de bien. Et bon, j'ai l'impression, en tout cas, suite à ces premières semaines d'exploitation, que les retours sont tous très positifs. Donc on est super content que les pilotes aiment la carte, quoi. C'est pour eux qu'on l'a fait avant tout, quoi. Et puis comme tu le disais, ça permet vraiment d'avoir une vision un petit peu plus précise. Moi, je sais que j'utilise beaucoup la carte 1 million pour avoir une vision globale, et ensuite j'affinais avec à l'époque avec la 500 au ACI, donc ça me permettait de dégrossir et surtout, comme tu le disais, de voir des zones que tu ne vois pas sur la 500 au ACI, parce que c'est alors moi je suis du Nord, alors moi c'est plus Lille, tu vois, qui me posait problème dans ce cas précis, mais en fait l'étendue de la 500 fait que il y a des zones et même des zones radio que tu ne vois pas, et avec la 1 million du coup tu passes dessus. Donc c'est vrai que j'aime bien commencer avec la 1 million pour dégrossir et aller ensuite en précision, comme je dis toujours, avec la 500 000. Est-ce que toi tu as des tips un petit peu, on va dire, sur comment préparer avec les cartes, ou des choses qui permettent d'un petit peu mieux préparer, ou des choses qu'on voit pas forcément dans le cartouche, mais que toi d'expérience tu te dis tiens, en faisant ça et ça, ça apporte un peu plus de simplicité ou de facilité à préparer une nave, par exemple? Écoute, déjà, comme tu dis, je pense que le truc est pas mal, c'est de dégrossir avec la carte au million pour ce qui est de la préparation du vol, comme tu le disais tout à fait, très bien. Et ensuite, nous, ce qu'on voit, là, ce qu'on constate avec cette nouvelle carte 500 000, c'est que les pilotes, très souvent, en fait, ils achètent la carte à l'échelle million, la carte historique, on va dire,
Et puis ils achètent la carte 500 000 de leur coin, évidemment, région, puisque c'est là où ils sont amenés, de leur région, c'est là où ils vont être amenés le plus souvent à voler. Et pour avoir plus de confort et de précision dans leur navigation. Je pense que, et tu l'as dit en début d'interview, la première chose à faire, c'est bien lire la légende. Ça prend vraiment pas de temps, mais souvent on a des questions, des gens ils disent ça veut dire quoi le petit 7 là sous l'étiquette et tout. Alors évidemment on leur répond très volontiers, il y a pas de souci, on est ravis, mais c'est tout simplement marqué dans la légende quoi. Et on se dit que du coup il y a plein de pilotes qui passent à côté, on va dire, d'infos super pratiques qu'on a sur notre carte, parce qu'ils n'ont pas pris les 5-10 minutes grand max pour étudier la légende et voir tout ce que propose la carte. Tu vois, un truc, on a toutes les plateformes ULM sur la carte, tu vois. Ouais. Il y en a parfois qui n'ont pas compris que l'étiquette qui est bleu clair pour ce qui est des plateformes ULM, elle est dévolue aux ULM, tu vois, tout simplement. Oui. Ouais. Et ça, d'un seul coup d'œil sur la légende, évidemment, et ça, c'est quand même pas mal lorsque tu pars en vol, de te dire, j'ai quelques terrains, déjà qui peuvent me servir en cas de pépin, mais aussi, surtout, de se dire, là, si jamais je fais ce survol-là, je vais potentiellement rencontrer des copains en ULM, quoi. Donc vigilance qui est d'autant plus nécessaire parce que tu peux avoir des trafics autour, tu vois. Donc avoir un peu la conscience de la situation, comme on dit, pour dire en fait à tel endroit il peut y avoir d'autres avions qui font des tours de piste, des ULM, etc. Et la plupart des plateformes ULM accueillent tout type d'avions pour peu que la longueur de piste suffise. Ouais. Donc ça peut être très sympa là aussi de découvrir des nouvelles destinations grâce à la carte. Parce que cette carte les affiche tous, quoi, ces terrains potentiels. Et tu vois, sur la carte, là aussi, sur ces plateformes ULM, en 2 secondes, tu sais si ta piste fait plus ou moins de 400 mètres. C'est le seuil qu'on a défini pour dire si la piste elle est dessinée à l'intérieur du cercle, parce qu'elle fait moins de 400 mètres de long, donc j'ai envie de dire méfiance parce qu'il faut commencer à avoir des avions un peu spécifiques pour être certain de pouvoir se poser en moins de 400 mètres et redécoller surtout en moins de 400 mètres. C'est ça. Et puis si la piste va le dessin de la piste va tangenter le cercle du symbole de l'aérodrome ULM, là ça veut dire que ça fait plus de 400 mètres. Donc là tu dis mon avion là je peux commencer à aller faire un coucou si tant est évidemment que le propriétaire du terrain l'accepte. Donc là pour avoir plus de précision, même si là aussi on met plein d'infos sur ces plateformes ULM sur la carte, et également le tour de piste, le sens du tour de piste, le QFU préférentiel, etc. Mais on met aussi sur la carte papier, on a un listing de toutes ces plateformes ULM. Chaque plateforme ULM est définie par 4 chiffres, les 2 premiers étant le numéro du département, tu vois. Donc, tu vois, toi, dans ton coin, t'as un ULM, la plateforme 5953, tu regardes ULM, le listing, et dit OK, 5953, j'ai les coordonnées géographiques exactes, et j'ai surtout le nom du terrain, et puis même le numéro de téléphone du propriétaire pour lui demander s'il veut bien m'accueillir, si je peux venir le voir, tu vois. Donc c'est plein de petites choses qui d'un coup ouvrent les horizons des pilotes sur leur choix de navigation, sur leur destination, et qui peuvent leur permettre de faire des chouettes découvertes et des chouettes rencontres, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Moi, c'est pour ça que je vous invite vraiment à découvrir, de faire ce que j'ai fait, au moins d'y aller pour la découverte. Vous serez pas déçus. Je pense qu'on a fait Est-ce qu'on a oublié des choses ? Je te laisse le mot de la fin, Vincent, avant de te poser les 11 questions flash, parce que du coup, comme tu es dans la ligne, tu auras une question bonus par rapport à d'autres. Je sais pas si t'as dit. Alors, les questions flash, c'est des questions qui nécessitent une réponse très brève. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est des questions que je pose à tous les invités. Comme ça, ça nous permet d'avoir un petit peu une tendance et une façon de voir de chaque invité. Avant ça, est-ce que tu avais d'autres choses à aborder par rapport aux cartes, des choses dont on n'aurait pas parlé? Non, mais écoute, je crois que c'était assez exhaustif. Je te remercie beaucoup pour cette interview, et puis on sera ravis de répondre aux questions des pilotes qui veulent nous en poser
via notre site ou notre adresse mail, cartadossier@gmail.com. N'hésitez pas, on sera toujours ravis de répondre aux questions. Et je mettrai dans la description Spotify, je mettrai l'adresse du site Cartabossi, comme ça, s'il y a des questions, s'il y a des choses à aborder, voilà, il y a l'adresse mail et il y a un onglet contact, si je me trompe pas, comme ça. Exactement. Comme ça, on pourra prendre contact avec toi. Je t'en prie. Avec plaisir. Alors du coup, voici les temps redoutés, questions flash. Alors du coup, on a quand même quelques questions puisqu'on en a abordé dans l'interview. La première question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu es plus Boeing ou Airbus? La question piège. Alors écoute, c'est que comme ça, intuitivement, j'ai une petite affection pour Boeing. Voilà, j'aime beaucoup notre constructeur national européen, mais j'ai une petite affection pour Boeing, je dois reconnaître. Ok. Est-ce que tu es plus vol de voltige ou vol promenade pépère? Vol promenade pépère, moi. Ouais. Okay. J'aime bien la voltige, mais je laisse ça aux autres. Non, le plaisir du paysage l'emporte sur les sensations fortes chez moi. Ok. GPS, VOR ou carte? Là, facile. Carte. Carte, du coup, oui. Carte forever. Oui, forcément. Tu es plus... alors là aussi, tu vas me dire moteur, réacteur ou turbine? Moteur. Ok. Malgré les petites appréhensions que ça peut, on n'est pas sur du 10-9 en termes de sécurité des vols, c'est certain. Mais bon, voilà, il y a le charme le charme du piston, des vis qui tournent. Ça restera mes origines, on va dire. À l'atterrissage, vent de face ou de travers? De travers. Ouais. C'est un côté un peu fun, quoi. Voilà, c'est là où on se dit, là, on mérite le salaire. Puis voilà, au-delà d'une certaine vélocité de vent, au-delà de 20 nœuds, l'avion sur les gros, il sait plus faire. Donc c'est là où on prend le relais, l'humain. Donc voilà. VFR ou IFR? IFR, c'est mon job. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que le charme du VFR. Voilà, VFR. Kiss landing ou hard landing? Là, on dit l'atterrissage au bon endroit. Surtout. Ouais. Si c'est un kiss, c'est parfait. Mais avant tout, dans la bonne, au plot. Voilà. Après, s'il est un peu dur, c'est pas grave. Posé, mais pas cassé aussi, on m'a déjà dit. Exactement. Au sol ou en l'air? En l'air, hein. En l'air, forcément. Ouais. Seul ou accompagné? C'est ce qui nous attire. Accompagné. Certain que le partage, c'est essentiel dans notre passion. Ouais, c'est vrai. Avec ou sans moteur? Avec, je sais que sans, c'est génial aussi, mais j'ai peu expérimenté. J'en ai fait un peu avec mon frère en passager, et je sais que c'est génial, mais voilà, moi j'ai toujours eu avec. Bon, et la question bonus du coup que je pose aux pros, pour une approche ILS, NDB ou RNP? Malheureusement, NDB, il y en a plus beaucoup. Ouais, il y en a plus beaucoup. Et j'ai envie de dire approche à vue, si je peux rajouter. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, effectivement. Encore mieux. Bon, c'est cool. Oui, c'est vrai. En plus, je crois que dans le 320, il n'y a même plus de NDB, il n'y a plus d'ADF. Alors, si tu en as encore, mais non, de toute façon, honnêtement, il y en a presque plus sur le territoire français. Ouais. C'est en train d'entrer enlevé au fur et à mesure. On le voit bien sur les cartes d'ailleurs. Ouais. Donc, non, des approches NDB, non, ça c'est certain qu'on n'a pas d'approche NDB codée sur nos A320. C'est soit du RNP, soit de l'ILS, soit de la VOR DME, voilà, mais pas d'approche NDB. Voilà. C'est vrai. Bon, écoute, Vincent, je te remercie beaucoup. Merci pour ce temps que tu as consacré à Pilote Podcast. Moi, je vous invite à aller découvrir les cartes si vous ne les connaissez pas. Et puis, je vous remercie aussi chacun de suivre le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois et ça nous fait très plaisir selon les sujets sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast. J'essaye de ne pas en oublier. Merci à tous de nous suivre et de plus en plus nombreux. Merci à toi, Vincent, d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur Pilote Podcast.
Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue chez Pilote Podcast. Ici, c'est le podcast de ceux qui aiment, qui pratiquent ou qui sont passionnés d'aviation. Vous retrouverez tout ce qui concerne l'aviation, les clubs, les pilotes, les métiers de l'aérien sous forme d'interviews. Cet espace vous est également ouvert, alors n'hésitez pas et contactez-nous dès à présent par mail à pilote.podcast.contact@gmail.com.